Désormais, certaines vidéos seront uniquement disponibles pour les abonnés en avant-première, avant d'être disponibles pour tout le monde. Vous les trouverez sur l'accueil. Par exemple, là, la vidéo sur David Beckham est disponible uniquement pour les abonnés. Vous allez sur l'accueil et elle sera là. Pour quelqu'un qui n'est pas abonné, à cet endroit, c'est une autre vidéo de la chaîne qui a déjà été publiée. C'est une manière de vous remercier de votre confiance en vous fournissant une exclusivité en tant que membre actif de ma chaîne, abonné qui met des likes, voire des commentaires. Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, deux choses. La vidéo initiale n'avait rien à voir avec celle que vous voyez aujourd'hui, qui comportait plus de montage. Mais bon, apparemment, certaines images ne passaient pas. Et comme j'ai déjà un strike, j'ai revu ma copie. Finalement, on sera sur quelque chose de beaucoup plus simple pour éviter tout problème. Deuxième chose, je profite de cette vidéo pour saluer 3 abonnés. Olivier, Nadège et Damien. Ce sont des entraîneurs qui viennent de reprendre l'entraînement dans leur club. Ils m'ont contacté pour divers conseils et ce sont des échanges qui sont enrichissants aussi bien pour eux que pour moi. Je suivrai leur saison à distance et ce sera peut-être l'occasion de faire des vidéos afin de partager des informations, des expériences, des manières de travailler, etc. Voilà, maintenant passons au vif du sujet, l'entraînement. Avant toute chose, il faut différencier quelque chose de très important. Un exercice, un jeu et une situation. Et mon petit doigt me dit que cette question pourrait vous être posée en formation par le formateur. Je dis ça, imaginez-moi avec un gros clin d'œil à... Peut-être qu'on va vous poser la question. J'en rigole, mais la question est régulièrement posée, et généralement quand le formateur pose la question en formation, personne n'est capable de répondre. Donc voilà, grâce à ce que je vais vous dire, là vous aurez un petit coup d'avance, on va dire. Donc, un exercice, c'est la répétition d'un même geste ou d'une même séquence, si tu fais des variantes, avec un objectif individuel. Il n'y a pas d'adversaire, et le but c'est que le joueur exécute ses gestes. Il va ensuite essayer de s'adapter et s'autocorriger, voire même vous copier si vous lui montrez. Un jeu, c'est un travail basé sur une égalité numérique avec partenaire et adversaire, où vous avez des objectifs communs. Il y a un sens de jeu, partenaire et adversaire, comme on a dit, et le but, c'est que le joueur découvre des solutions, cherche des réponses adaptées et qui s'adaptent aux contraintes. Et enfin, une situation, c'est un travail basé en priorité sur la répétition d'actions de jeu en inégalité numérique, et avec des objectifs et des buts différents. Et là, l'intérêt, c'est que le joueur est confronté à un problème qu'il doit essayer de résoudre en répétant l'action de jeu. Là encore, il a des partenaires et des adversaires. Je dois aussi vous expliquer le code de base. Les pointillés, ça veut dire déplacement du joueur. Les zigzags, ça veut dire déplacement du joueur et du ballon, une conduite de balle. Et le trait droit, c'est la direction du ballon uniquement. Donc en fonction du croquis, ça peut être une passe ou un tir. Il m'apparaît important aussi de dire quelque chose à ce stade de la vidéo et qui est complémentaire à la vidéo sur votre comportement pendant la séance. C'est qu'avant la séance, vous devez savoir exactement combien vous serez. Tous ceux qui ont déjà coaché le savent. Quand vous n'avez pas le nombre exact par rapport à ce que vous avez prévu, c'est le bordel. Un absent de dernière minute, c'est potentiellement une infériorité numérique sur ce que vous avez préparé. Bon, vous pouvez tricher en ajoutant un joker qui tournera, mais bon, c'est relou. Donc, aussi vrai que vous devez faire en sorte que le maximum de vos joueurs viennent à vos entraînements, si un joueur vous a dit qu'il serait pas là, tant pis pour lui s'il change d'avis. Entre-temps, vous êtes débrouillé, ou vous avez modifié. Vous remarquerez en plus que c'est souvent le problème avec les mêmes joueurs. Ensuite, je dois aborder la question du temps de la séance. Dans l'idéal, c'est pas nécessaire de dépasser 1h30. Pourquoi ? Parce que c'est le temps d'un match. Au-delà, vos joueurs vont décrocher et seront moins réceptifs. Surtout sur une séance du vendredi soir, c'est souvent la plus difficile. Et je précise, quand je parle 1h30, je parle du temps joué, pas du temps théorique. Si ta séance c'est de 18h30 à 20h30, t'as 2 heures théoriques, ok, mais tu joues pas pendant 2 heures. T'as des pauses, des explications, des consignes, des corrections, etc. Du coup, je pars sur une base de 1h45 quand je planifie ma séance pour, entre guillemets, planifier toutes les interruptions. Personnellement, je découpe mes entraînements de la façon suivante, en prenant en compte, dans le temps des exercices, les pauses et les correctifs. Donc, un taureau de 15 minutes, un entraînement A de 15 minutes, un entraînement B de 20 minutes, un entraînement C de 20 minutes, entraînement D de 15 minutes, et une opposition de 20 minutes. Je vais vous expliquer ce que veut dire entraînement A, B, C, D, c'est juste pour que ce soit intelligible. Vous pouvez encore faire d'autres types de découpage, comme par exemple celui-là. Après, vraiment, vous pouvez l'adapter comme vous voulez. Par exemple, plus de temps sur le taureau, moins sur l'opposition à la fin, ou l'inverse, etc. Vraiment, vous gérez ça comme vous voulez. Maintenant, voyons point par point chaque partie.
D'abord le taureau. Si vous n'avez pas vu la vidéo qui en parle et de ses bienfaits, regardez-la de toute urgence avant de continuer cette vidéo. Ça vous permettra aussi de comprendre pourquoi j'en mets à toutes les séances sans exception. Alors le taureau, je note 15 minutes, mais dans les faits, il dure bien plus que ça. Comme je viens 1 heure avant pour préparer la séance, c'est-à-dire les terrains, les sources de ballons, les plots, les distances, etc., les premiers joueurs sont là 15 à 20 minutes avant, donc ils démarrent déjà le taureau. Généralement, ceux-là sont les plus forts au taureau parce que ils en font plus, ils réfléchissent plus vite que les autres, et du coup, forcément, ils sont plus forts. Ce qui est sûr, c'est que j'arrive à 18h pour une séance à 19h, à 19h15, le taureau est terminé. Je garde mes 15 minutes planifiées. Ensuite, l'entraînement A, c'est un échauffement. Son but, c'est de préparer le corps à l'effort. Donc ce sera toujours un rythme lent ou moyen, jamais plus. C'est donc l'idéal pour faire un jeu, mais vous pourriez tout aussi bien faire un exercice. Moi, je préfère un jeu parce que je réserve l'exercice pour le travail d'après. L'entraînement B sera un entraînement à haute intensité, parfait pour améliorer le VO2 max de vos joueurs. Parce que j'imagine que vous voulez qu'ils puissent courir à fond le plus longtemps possible. Alors, vous pourriez aussi mettre un jeu, mais moi je préfère un exercice. Maintenant, pourquoi est-ce que je fais comme ça? Je vous ai expliqué dans la série de vidéos entraîneur en club amateur que je faisais très peu d'entraînement sans ballon. Donc j'intègre à mes entraînements du travail à haute intensité pour développer ce point chez mes joueurs. 2 raisons à ça. D'abord, c'est comme si vous mettiez du sucre sur un médicament amer. Les joueurs, ils en veulent pas, même si c'est bon pour eux. Mais avec cette petite touche de sucre, ils sont moins enclins à rechigner. Pour le foot, c'est pareil, ils seront moins enclins à rechigner à le faire, parce qu'ils sont avant tout attirés par le ballon. Et deuxièmement, ça ressemble beaucoup à ce qu'ils font en match. Ils ont rarement tout leur temps pour contrôler, faire une passe et choisir. Donc le fait de travailler à haute intensité rapproche de moments en match. Donc qu'est-ce que je vais faire? Travailler la technique sur de longues distances. C'est-à-dire que les joueurs auront des gestes techniques à réaliser. Par exemple, on peut faire appui-remise. Des déplacements à fond sur de longues distances. De l'autre côté, quand ils arrivent, encore de la technique. On peut dire encore appui-remise. Et on enchaîne. Ce qui vous donne un espèce de fractionné qui vous permet de travailler technique et physique dans le même exercice. À vous de calculer pour arriver par exemple à 15 secondes de sprint et 15 secondes à petit rythme. C'est là qu'on enchaîne la partie technique. Vous pouvez par exemple ajouter, moi j'aime bien rajouter des cordes de coordination. Vraiment très 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 important. Ça pour les gamins, c'est un truc qui devrait être automatique. Je sais pas si c'est toujours fait. Mais dans tous les cas, quand vous travaillez avec des adolescents en préformation ou même après, vous rajoutez toujours des cordes de coordination. C'est vraiment très très important pour les joueurs. Donc voilà. Et ensuite derrière, vous enchaînez encore avec un 15 secondes de sprint, etc. etc. Ensuite, vous changez les appuis et les joueurs pour que tout le monde travaille. Maintenant, même si vous bossez le VO2 max, ça n'empêche pas que l'exercice technique doit être réussi et maîtrisé. Ça veut dire qu'il faut faire des correctifs si besoin. Autre petit rappel, on dit le VO2 max parce que c'est volume d'oxygène max. L'entraînement C sera une situation. Ce sera du travail à moyenne intensité. Le corps il est déjà chaud à ce moment-là de l'entraînement, mais surtout l'objectif de cet exercice il est technico-tactique. On laisse faire les joueurs, on accompagne à faire les bons choix. J'ai bien dit accompagne. Ce qui veut dire que les joueurs doivent se débrouiller seuls, mais que vous devez leur poser des questions, les amener à réfléchir, faire des débriefs, afin qu'ils développent leur QI football. L'entraînement D est une préparation de match. Vous allez travailler les points sur lesquels vous voulez améliorer votre équipe pour le match à venir, afin qu'elle joue de la manière dont vous voulez qu'elle joue. Alors ça, c'est un truc que j'ai vu chez la plupart des entraîneurs amateurs, que j'ai eu quand je jouais au foot, ou même que j'ai pu observer, etc. Ils bossent tout ce qu'il faut bosser pour améliorer les joueurs, sauf la manière dont ils jouent ensemble en fonction de leur poste en match. Du coup, le latéral et l'ailier, ils jouent ensemble que pendant les matchs, par exemple. En dehors, à part s'ils sont amis, non. Non, on travaille ce qu'on veut voir le dimanche. Ça peut être les sorties de balles, qui pourrait être aussi un jeu ou une situation, je vous l'accorde, mais aussi les placements, déplacements. Je fais des 11-0, je travaille les touches, les corners, les coups francs, je prends mes notes du match dernier et je rejoue des séquences. Je prépare une défense spéciale pour un adversaire particulier pour le match à venir, une combinaison que je veux voir, etc. C'est un espace dédié au match. Vous pouvez choisir, comme la plupart des entraîneurs, de l'ignorer pour des raisons fallacieuses, selon moi, ou vous pouvez choisir d'avoir un impact un peu plus important sur le match du dimanche. Oui, pour moi, c'est fallacieux, parce que ne pas le faire,
C'est comme si je te disais, tu as un concours de tarte ce week-end, et pendant toute la semaine, tu apprends toutes les techniques de cuisson, à gérer le stockage, les règles d'hygiène, organiser le poste de travail, comment découper des pièces, contrôler et dresser la production, le mariage des aliments, etc. En gros, tu fais tout, sauf ta recette pour le concours de tarte du week-end. J'aimerais bien savoir comment tu le gagnes, ce concours. Non, ça se prépare un match. Aussi bien la technique que le rendu final. Donc, au-delà des outils pour y arriver, tu dois préparer les joueurs pour le match du dimanche. Du dimanche, du samedi, les jours de match, peu importe. Alors oui, un 8 contre 8, c'est un bon début, mais c'est pas suffisant. Écoutez bien ce que je veux dire. Tu fais par exemple un 11-0. Je sais pas si vous connaissez ça. Un 11-0, ça veut dire que tu as 11 joueurs sur le terrain et aucun adversaire. Mais je mets des plots un petit peu partout sur le terrain. Les autres joueurs sont sur le banc, à côté de toi, ou ton adjoint, parce que parfois moi j'allais même en tribune pour mieux voir. Et là, tu vas dire aux joueurs les actions qu'ils vont réaliser. Par exemple, ça part du gardien. Déjà, je regarde le positionnement de tout le monde. Et je lui dis passe au DCG, le défenseur central gauche. Là, je lui dis passe au latéral gauche. Et je regarde comment tout le monde bouge pendant ça. Ensuite, passe au MDC, passe au MCD, remise au DCD, passe à l'ailier droit, passe au latéral droit, accélère sur le côté, remise sur le MCD, appui remise avec le BU, etc. Et pendant tout ce temps-là, je corrige les placements et déplacements. Là, je veux que tu prennes le couloir quand la balle elle est ici. Attention, quand tu décroches, je veux que tu remontes derrière, parce que si tu restes, ton joueur monte avec toi et ça nous ferme un espace, etc., etc. Vous avez compris ? Vraiment, c'est très intéressant. Alors au début, ça c'est un exercice qu'ils ne connaissent pas, que personne n'applique. Donc les gens vont vous regarder un peu bizarrement, ils vont dire qu'est-ce que c'est que cet exercice ? Il n'y a personne, etc. C'est vraiment de la préparation de match. La première fois, vous trouvez ça bizarre, la deuxième fois aussi. Et puis finalement, à force de leur expliquer, de leur expliquer des choses qu'ils voient en match, eh ben, ça va leur permettre de mieux comprendre. C'est un exercice qu'ils vont adorer si vous mettez la bonne pédagogie derrière et que vous leur expliquez bien. Si vous ne le faites pas, ils vont vraiment avoir l'impression de perdre leur temps. Vraiment, j'insiste là-dessus. Ensuite, pour finir, l'opposition. Bon, vous pouvez la laisser libre ou rajouter des contraintes comme des touches de balle, ça dépend de votre groupe, de la séance, de leur état d'esprit, de plein de choses. Bon, néanmoins, c'est un bon moyen de voir les progrès de vos joueurs techniquement et tactiquement. Voilà, n'oubliez pas d'expliquer les exercices, les règles, la zone de jeu et les objectifs avant chaque travail. À présent, il faut maintenant remplir une fiche de séance. Alors, à quoi ça sert la fiche de séance ? À plein de choses, comme revenir sur son propre travail, mais avant tout à organiser son travail et à transmettre des informations. Par exemple, si pour X ou Y raison vous devez vous absenter et que votre adjoint doit faire la séance tout seul, comment il sait ce qu'il doit faire ? Bah sans la fiche de séance, il saura jamais. Vous pouvez toujours griffonner des croquis sur une feuille, mais le temps qu'il décortique, comprenne, sache le matériel dont il a besoin, etc., il va perdre beaucoup de temps. Il y a des sites internet qui proposent des entraînements, si vous ne savez pas les lire, ils vous serviront à rien. Donc comment ça marche ? Par exemple, sur cette fiche de séance vierge, vous pouvez numéroter la séance, soit par rapport à votre programme annuel, soit par rapport au nombre de séances faites depuis le début de l'année. Mettre une date, une catégorie, etc. Tout ça, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est le thème de la séance et ou la phase de jeu. Phase de jeu, qu'est-ce que c'est ? J'en parle souvent sur la chaîne, c'est conservation, les zones de conservation, zone de déséquilibre, finition, etc. Mais aussi en défense, d'accord ? Je vous encourage aussi à noter si c'est un jeu, un exercice ou une situation. Par exemple, sur cette fiche, il n'y a pas de case pour le noter. J'y reviendrai à la fin par rapport à la formation de la FFF. Donc voilà, donc je vous encourage à noter si c'est un jeu, un exercice ou une situation. C'est plus facile pour la lecture et la compréhension. Ensuite, vous allez remplir les cases en dessous. C'est vraiment le plus important. Objectif. Donc ça c'est ce que vous espérez, que vous attendez des joueurs à travers ce travail. Le but ou les buts. C'est le but du jeu, de l'exercice ou de la situation. Ensuite, vous avez consigne. C'est l'explication de ce qui doit se passer. Par exemple, 2 équipes jouent l'une contre l'autre. Celui qui marque le plus de stop-ball, par exemple, sur la ligne de but adverse, gagne. Critères de réussite. Critères de réussite, c'est tout ce qui va permettre de réussir ou d'atteindre l'objectif du jeu, de l'exercice. C'est par exemple dans une situation, veiller au bon timing de la passe pour pouvoir jouer le 2 contre 1 correctement. Parce que grâce à ça, ils pourront atteindre l'objectif. Donc c'est ça le critère de réussite. Comportement attendu.
Donc là, c'est ce que vous attendez de vos joueurs à travers cet exercice. Par exemple, veiller au soutien des joueurs et à l'utilisation de la largeur si on reste sur notre exemple du stop ball. Variables, c'est les variables que vous pouvez apporter à votre exercice jeu situation. 3 touches de balle ou, je sais pas, chaque joueur qui joue à une touche de balle gagne un point de plus. Vous voyez, c'est des variantes. Transition. Donc ça, c'est si par exemple, sur votre exercice, votre jeu, votre situation, s'il y a des situations de transition qui sont possibles. Et si elles sont possibles, quelle est la règle? Si on est sur un double taureau, on écrira par exemple, lors de la transition, l'équipe qui a perdu le ballon entre dans l'axe, celui qui l'a gagné passe sur les côtés. Les jokers, eux, ne bougent pas. Ensuite, vous avez tout ce qui est lié à la logistique. Surface, par exemple, 30 x 20, parce que vous jouez avec la largeur. Durée, c'est le temps total du travail, par exemple, 20 minutes. Séquence, c'est la partition du travail, de la durée du travail, si c'est le cas. Par exemple, 2 x 10, puisqu'on a dit que c'était 20 minutes juste avant. Et effectif, c'est le nombre de joueurs pour ce travail. Et là, je vous renvoie à ce que j'ai dit au tout début, concernant le nombre de joueurs à l'entraînement. Vous voyez, s'il fait que de bouger, c'est hyper galère une fois que vous avez prévu votre séance. Ensuite, dessous, vous allez dessiner l'exercice par un croquis, en utilisant la légende qu'on a vue au début, zigzag, pointillé, etc. Ça vous donnera quelque chose comme ça. Bon, voilà, cette fiche, c'est un modèle de base, mais quand vous allez en formation, il vous donne ce document en version modifiable. Du coup, vous pouvez changer des choses, par exemple, ajouter le matériel pour chaque partie. C'est plus facile après pour remplir la partie tout en haut. Parce qu'une fois que vous avez noté tout votre entraînement, en haut, vous allez remplir les données sous les icônes. Donc là, la première icône, c'est les buts. Les buts que vous avez besoin, mais les grands, hein, je parle de grands buts. Juste à côté, ce sont des petits buts. Encore à côté, alors je vais essayer de m'adapter à tous les langages qui sont à peu près dans toute la France. Juste à côté, donc là, ce sont des piquets ou alors des jalons avec une base ou un socle. Ensuite, vous avez des plots ou cônes. Après, c'est les cerceaux. Ensuite, c'est les puces ou coupelles. Après, c'est les ballons. Et le dernier, c'est le nombre de surfaces à faire. Ce que je peux ajouter d'autre sur le contenu de vos séances, c'est que ça, c'était un entraînement basique. Après, vous pouvez adapter, notamment pour les spécifiques. Pensez à bien expliquer aux joueurs les exercices, faire des pauses pour corriger, débriefer, échanger. C'est la base du coaching. Vous n'êtes pas là à dire « fais ci, fais ça » sans que le joueur ne comprenne ce qu'il fait. À un moment donné, il va décrocher. Soyez clair aussi sur les temps de pause et les boissons. Les joueurs ont tendance à être dissipés et à tirer dans les ballons, et une fois que vous passez à la suite, ah bah là ils veulent boire, ah bah j'ai pas bu, etc. Désolé, tu boiras pas. T'as passé ton temps de pause à tirer, c'est que t'avais pas soif. Je peux vous assurer qu'il le refera plus. De plus, veillez à ce que tout l'entraînement s'enchaîne rapidement. Les pauses ou les débriefs doivent être courts. De même, n'oubliez pas de veiller à l'intensité de la séance et de féliciter vos joueurs quand ils ont le bon comportement. C'est vraiment très important. Voilà pour cette vidéo, j'ai essayé d'être le plus basique possible pour que vous puissiez vous approprier ces méthodes de travail, mais franchement, il y aurait beaucoup à dire sur certains points. Et puis, il y a plein de méthodes d'entraînement différentes, de moyens et de finalités, ça fera sûrement l'objet d'autres vidéos sur la chaîne. En tout cas, j'espère que ça vous aura été utile. Si c'est le cas et que vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à regarder la vidéo complémentaire à celle-là. Je vous dis à tout de suite. Si vous êtes abonné, merci pour votre soutien. Je pense que vous avez déjà vu la vidéo qui était complémentaire à celle-là. Je compte sur vous pour mettre un like. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Ça peut aider toute la communauté. Et voilà, ça aide au référencement de la vidéo. Je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à très bientôt. Si je devais vous faire un résumé de Demetrio Albertini, c'est que c'est un mix entre Busquets et Pirlo. Busquets parce que Albertini courait très peu, il était tout le temps près des arbitres, il dictait le tempo du jeu, il initiait des pressings et il orientait le jeu. D'ailleurs son surnom c'était Il Métronome, le métronome. Pirlo parce qu'Albertini voyait loin, il n'hésitait pas à jouer long, à faire des passes décisives, il tirait les coups francs, les corners et les pénaltys.